nous en sommes première conclusion. Nous allons faire une synthèse des ateliers. Ok, merci Nicolas. Je vais encadrer cette synthèse. Hein. L'idée, c'est qu'on va reprendre un petit peu ce qui s'est dit dans les différents ateliers avec différentes personnes qui étaient présentes dans ces ateliers. On va commencer. Alors, je ne sais pas si Romain Ray est bien là. Oui, Si, je Romain. suis là. Donc, avec l'atelier 1 sur prendre en charge les familles dans l'intervention précoce. On t'écoute un peu sur les points essentiels. Les 3 points essentiels qu'on a dégagés. Le premier point, c'est un point qui est basique, mais qui mérite d'être rappelé néanmoins, c'est vraiment le caractère essentiel des interventions à destination des familles. Ce caractère essentiel, il est bien rappelé dans les recommandations internationales qui préconisent de proposer ces interventions précocement et systématiquement. Leur caractère très efficace aussi, à la fois sur les aidants eux-mêmes, mais aussi sur le proche qu'ils accompagnent. Et le caractère le plus illustrant, c'est le fait que ces interventions sont classées comme les deuxièmes interventions les plus essentielles dans le cadre des centres d'intervention précoce. Le deuxième point très important qui s'est dégagé des discussions, c'était la notion de parcours, de structurer un parcours à destination des aidants, c'est-à-dire d'identifier des interventions successives et progressives pour les aidants, avec notamment des interventions courtes, initiales, qui peuvent accueillir une seule famille ou plusieurs familles en même temps, et où il s'agit de essentiellement accueillir, pouvoir échanger avec elles, délivrer des connaissances un peu socles, et puis surtout connecter les aidants avec les autres interventions et les autres ressources dont ils peuvent bénéficier. Et donc le deuxième niveau, c'est des interventions plus exhaustives, où là, cette fois-ci, il va s'agir de compléter les connaissances et de favoriser l'acquisition et la consolidation de compétences, c'est-à-dire d'outils, de savoir-être et de savoir-faire pour les aidants. Et si possible, cette notion de parcours, eh bien, c'est aussi intéressant qu'elle puisse se construire en parallèle de celui du parcours de rétablissement des usagers eux-mêmes. Et le dernier point qu'on a identifié, c'est aussi l'importance de co-animer ces interventions à destination des familles, de les co-animer notamment avec des proches aidants ou des bénévoles d'associations de familles, de pouvoir mélanger ce savoir professionnel et le savoir expérientiel, et que c'était aussi une force pour pouvoir donner de l'espoir, connecter les aidants avec les associations de famille et aussi les aider à identifier autour d'eux un réseau de soutien qui va pouvoir les accompagner au long cours. Et dans la littérature, on s'aperçoit vraiment que le fait de délivrer des connaissances, des compétences et aussi d'aider les aidants à identifier autour d'eux un réseau de ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer durablement, c'est les 3 clés du succès pour essayer d'apporter un bénéfice à la fois optimal, mais aussi durable et pérenne. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Donc, on va passer à l'atelier 2. C'est Marie Villeneuve qui va nous faire un petit point sur l'atelier addiction aux jeux vidéo. Hein. Donc, je rappelle une à 2 minutes. C'est un atelier, en fait, où on a réalisé que c'est un sujet qui mérite de se pencher plus longuement. Mais en gros, là, dans l'atelier, on a regardé un petit peu les critères. Un des enjeux qui ressortait, c'est la prévalence de l'usage des écrans, puis comment faire la distinction là, à partir de quand ça devient un trouble. Puis, comme dans d'autres dépendances, là, la question de la détérioration en fait des autres activités en faveur des jeux vidéo là, ressortait. On a vu aussi un peu qu'il y avait quelque chose en fait dans la qualité des jeux vidéo là, avec une nette augmentation de la prévalence des troubles associés aux jeux vidéo là, qui venait avec le fait que les joueurs jouent en ligne maintenant. Donc, ils sont nombreux à interagir autour d'un jeu. Là. Ça, c'était une qualité qui semblait particulièrement addictive. Aussi la qualité là, des jeux, puis notamment des graphismes. Là. Sinon, c'est ça, au niveau de la qualité du jeu, là, tout l'accès à l'imaginaire, le côté challenge, puis vraiment l'interaction avec les pairs.
Sinon, pour ce qui est des utilisateurs, dans les caractéristiques là, qui émergeaient, c'était différents profils, notamment un groupe qui est plus en lien avec, chez les patients avec une tentative de régulation affective, de coping, face à d'autres déficits possiblement. Il y avait les aspects sociaux, puis l'aspect compétition, découverte aussi, mais dans la population clinique, c'était plus le premier groupe qui ressortait. Puis on a discuté un peu aussi des aspects du traitement, avec l'idée intéressante là, de, justement, là, encore compte tenu de la prévalence des écrans, du fait que ce n'est pas une solution tout ou rien, puis la nécessité d'une approche que je qualifierais peut-être d'écologique, mais notamment de réexposer un peu les jeunes à leur vie usuelle en les sevrant là, progressivement. L'importance aussi d'intégrer les familles là, dans ce type de traitement-là, particulièrement plus chez les adolescents. C'est ça, l'importance aussi de s'intéresser en fait à tout le contexte là, dans lequel le problème de jeu se développe, de connaître un peu aussi cette culture-là là, pour intervenir efficacement auprès des jeunes. Puis l'idée aussi de leur redonner du pouvoir là, par rapport à qu'est-ce qu'ils ont comme consommation d'écran de façon plus générale. Merci beaucoup. Ensuite, on a eu un atelier donc sur le plan anticipé de crise avec mise en situation. Et c'est David Olivier qui va nous faire un petit point sur ce qui s'est dit dans cet atelier. Oui, parfait. Bonjour. Alors, écoutez, il s'est dit beaucoup de choses dans l'atelier. Évidemment, je ne pourrais pas tout mentionner, mais il ressortait, entre autres, le fait que le plan de crise doit inclure les stratégies pour bien aller, mais aussi les signes pour que le jeune puisse reconnaître que les choses vont moins bien, quelles sont les stratégies à utiliser alors, ainsi que les soins, les traitements souhaités et les traitements que la personne souhaite éviter aussi en cas de crise. C'est quelque chose qui peut être assez élaboré, qui peut prendre pas mal de temps. Il y a des gens qui ont mentionné que ça pouvait se faire sur plusieurs séances, que ça pouvait prendre au moins 2 heures à élaborer. Mais c'est clairement pas du temps perdu, puisqu'il y a un travail qui se fait à ce moment-là, un travail collaboratif avec le jeune, avec sa famille, en présence des intervenants, où le lien thérapeutique peut vraiment être renforcé. C'est un outil qui est démontré comme pouvant diminuer la sévérité globale des symptômes, améliorer la qualité de vie, augmenter le niveau de fonctionnement, favoriser le lien thérapeutique, puis qui amène des bénéfices donc un peu pour tout le monde. C'est pas bien démontré que ça réduit la fréquence des hospitalisations, mais il y a quand même bien d'autres bénéfices. Et une notion bien importante qui a été mentionnée, c'est le fait que c'est vraiment l'outil du patient. Alors, plusieurs programmes s'assurent que le patient ait son plan de soins en sa possession. Certains vont le prendre en photo pour l'avoir dans leur téléphone. D'autres vont en avoir une copie papier. Et il est souhaitable aussi que le plan soit au dossier et qu'il soit disponible pour les intervenants qui vont intervenir auprès de lui là, dans le contexte des urgences, par exemple, pour que tout le monde sache quels sont les soins que le patient souhaite là, si lui n'est pas en mesure de bien les formuler à ce moment-là. Merci beaucoup pour cette petite synthèse. Je vais ensuite passer la parole à Sophie Lheureux pour l'atelier « Monter une équipe d'intervention précoce, comment s'y prendre ?» Alors, bonjour, ce qu'on a retenu dans notre atelier, il y a l'aspect de l'importance de mobiliser les décideurs, notamment ce qui peut nous aider à ce niveau-là, c'est tout le réseautage qu'on fait à l'intérieur de nos différents pays et l'importance de collecter des données pour influencer les décideurs avant de démarrer une clinique premier épisode, mais après aussi. Ensuite, le deuxième point, c'est l'aspect de prioriser si on a des besoins pour débuter une clinique, même si on commence petit, et établir des mécanismes d'accès qui sont clairs. Et le troisième point, c'est vraiment un modèle d'intervention interdisciplinaire avec gestion de cas et des interventions dans la communauté. Merci beaucoup, Sophie. Je vais faire moi un petit point sur l'atelier 5 qui était développer une offre de service sensible au traumatisme. Je dirais les 3 grands éléments
qu'on pouvait retenir. On est parti d'une situation clinique, donc ça nous a permis finalement de réaliser que la rencontre avec des patients qui avaient vécu des traumatismes, c'était quelque chose qui nous concernait tous dans les dispositifs d'intervention précoce et que ça avait des impacts à la fois sur la présentation clinique avec certains symptômes qui pouvaient être plus marqués, comme la désorganisation, par exemple la méfiance, et aussi des impacts forts sur le pronostic. On a un peu plus parlé ensuite des mécanismes à travers notamment l'étude ACE sur les événements négatifs rencontrés pendant l'enfance, avec des études plus spécifiques sur les épisodes psychotiques. Et ça nous a amené vraiment à concevoir la question de manière très dimensionnelle et transnosographique. Voilà, enfin, le trauma qui va donner finalement une teinte différente à la symptomatologie. Ça, c'était notre deuxième point, pour aller ensuite vers qu'est-ce que c'est que développer une offre de soins sensibles au traumatisme. Et là, on est pas mal passé aussi par des modèles autour de l'attachement qui nous ont amené à faire, ça veut dire finalement créer un climat de confiance, un climat accueillant pour la question traumatique et ne pas retraumatiser finalement dans nos services. Je vais ensuite passer la parole à Nicolas Girard pour l'atelier 6 sur l'impact du Covid chez les jeunes avec troubles psychotiques. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Un atelier très riche où il y a eu beaucoup d'échanges aussi. Merci beaucoup à Alexandra là, qui devait gérer le chat en même temps que les discussions. La Suisse nous a présenté les résultats d'une recherche. Le Québec nous a présenté un sondage et la France nous a présenté un outil. J'élabore un peu. La recherche de la part de la Suisse concernant les patients et leur état mental durant la première vague de la pandémie, donc à l'automne 2020. Rapidement, la conclusion a été que ça a été particulièrement difficile pour les patients venant de zones de guerre, par exemple, où certains ont vécu un retraumatisme. Donc, il y a eu aussi, donc, dans les conclusions, que les soins virtuels ont permis momentanément de rejoindre les patients et que les patients qui ont été hospitalisés durant cette période-là étaient des patients déjà fragiles, entre autres, beaucoup avaient cessé de prendre la médication. Pour ce qui est du sondage québécois, qui visait à évaluer comment étaient les équipes à ce moment-là, autant au niveau des ressources personnelles que des ressources technologiques, le sondage a démontré que la plupart des équipes et des programmes de premier épisode psychotique n'ont pas été délestés, que les psychiatres ont, dans le premier temps aussi, parce que c'était circonscrit dans la première vague, davantage utilisé la télésanté que les intervenants, et qu'il y avait un grand besoin de soutien technologique de la part des professionnels et des médecins pour mieux utiliser ces outils-là pour rejoindre les jeunes. La France nous a présenté un très bel outil, très youth-friendly, comme on dirait en bon français, avec une application mobile pour un outil servant d'éducation psychologique pour s'adapter à la situation en période sanitaire, comme par exemple, il était question de l'hygiène de vie et de d'autres éléments. Je conclurai en disant que les échanges ont beaucoup tourné dans le chat sur la nécessité de poursuivre les rencontres en personne après la pandémie et de ne pas supplanter les rencontres en personne au bénéfice des outils technologiques, que ce qui était vraiment que la technologie devait être en support finalement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, je vais enfin laisser la parole à Cynthia Delfos pour nous faire un petit résumé de l'atelier 7 sur le soutien à l'emploi et aux études. Quel dispositif? Parfait. Donc, je vais vous présenter un peu les conclusions, les grands points qui sont ressortis. On était, en général, nos 3 interventions allaient dans le même sens. Il y a certains points qui sont ressortis plus dans un ou l'autre des ateliers. On l'a fait 2 fois. Donc,
premièrement, l'importance du retour rapide vers l'école et l'emploi, donc d'éviter de laisser nos jeunes plusieurs semaines ou plusieurs mois sans entreprendre une démarche de retour à l'école ou au travail. On a parlé aussi de l'importance d'avoir une approche intégrée, donc soit que les services soient à même l'équipe ou s'ils sont dispensés par un autre organisme, que ce soit fait de façon intégrée avec l'équipe traitante. On a discuté aussi beaucoup de l'importance d'aller dans le sens du jeune, de prioriser ses objectifs, donc de s'intéresser à quels seraient ses projets de vie, vers quel type de rétablissement fonctionnel lui correspond. On a discuté aussi des personnes qui sont éloignées du marché du travail ou de l'école depuis longtemps, donc l'importance d'adapter nos interventions aussi pour ces jeunes-là, pour qui ça va prendre un peu plus de temps avant qu'ils puissent reprendre. On a discuté aussi de l'importance de la défense de droits, autant de façon individualisée que peut-être aussi d'avoir à faire des démarches auprès de la société pour essayer que ce soit plus facile la réinsertion pour nos jeunes. Et finalement, on a aussi parlé de l'importance de plus en plus de l'accès à un diplôme spécialisé pour pouvoir justement avoir des bonnes conditions d'emploi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Cynthia. Et puis un grand merci à tous les conférenciers, modérateurs et timekeepers des ateliers. C'est toujours des moments très riches et c'est un grand défi de faire ça sous forme dématérialisée. Donc, on voit bien que les échanges étaient riches et constructifs. Merci à tous et je vais laisser donc la parole à mes collègues pour la suite et la conclusion du congrès.